est 18 h. Merci de nous rejoindre pour le journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 17 septembre. Dans l'actualité, ce soir, de Méribel à La Roche-sur-Foron, caravanes publicitaires et coureurs ont basculé de la Savoie à la Haute-Savoie ce jeudi. Cormet de Roseland, col des Saisies, des Aravis, plateau des Glières. Le programme était dense. Nous irons faire un tour sur les bords des routes à la rencontre des spectateurs qui avaient fait le déplacement. Une cordée improbable, c'est ainsi qu'il appelle les univers de la montagne et de la justice. Jacques Dallès, procureur général, s'est penché sur la rencontre de ces deux mondes qui se croisent parfois lorsqu'il y a malheureusement accident. À ses côtés, dans cette réflexion, deux guides, dont Alexis Malon. On en parle dans ce journal. Mais avant, on en sait un peu plus sur la saison d'hiver qui se prépare. France Montagne vient de publier un protocole sanitaire qu'il préconise sur les pistes et en station pour cet hiver. Avec moi pour en parler, Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, vous avez publié un protocole sanitaire et cet hiver, il semble qu'on empruntera télésièges et cabines avec le masque dans les stations savoyardes. Oui, et station française, donc c'est un document qui a été élaboré avec les grandes structures nationales, l'Association des maires de stations de montagne, les domaines skiables de France, les écoles du ski français, également Union Sport et Cycle, mais le SNRT également, GNI pour les hôteliers et les restaurateurs. L'idée, en fait, c'est de diffuser au grand public un document qui va reprendre le parcours client dans les stations pour bien expliquer où est-ce que le masque sera nécessaire, obligatoire, comment ça va se passer. On voit qu'on pourra skier sur les pistes sans masque, qu'il faudra le masque dans les files d'attente ou sur les remontées mécaniques et dans les transports, que le service dans les restaurants se fera bien sûr assis. En fait, c'est un peu tous les protocoles qui sont propres à chaque métier, mais que nous avons voulu, en tant que France Montagne, avec tous nos partenaires, rassembler, mettre sur un seul document pour pouvoir rassurer, informer. Je crois que l'information en cette période de réservation de l'hiver est très importante. Ça allait être ma question. Pourquoi publier déjà ce protocole sanitaire alors que la situation peut évoluer assez vite? Là, l'important, c'est de rassurer pour pouvoir permettre les réservations d'ores et déjà. Oui, c'est déjà pour répondre aux questions de nos futurs clients, puisqu'on est déjà dans la période de réservation et les questions à ce sujet sont là. Donc ce document est important, donc il est diffusé et relayé par tous nos partenaires. Et puis bien sûr, ce sont toutes les versions internationales qui suivent en anglais, en hollandais, en scandinave, en espagnol, en allemand, parce que la question elle est valable dans tous les pays émetteurs de clients qui, espérons-le, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour cet hiver. Vous êtes inquiet pour cet hiver? On est très prudent. Après, on a la capacité, le propre des montagnards, c'est de s'adapter. Donc, on s'adaptera aux conditions, mais il va falloir être très prudent, marché par marché, puisque chaque marché est un cas particulier. On va dépendre des conditions d'accès des pays. Et puis après, on a quand même des avantages. C'est vrai que la particularité de la France, c'est que c'est un hébergement qui est assez propice aujourd'hui à la demande des clients, c'est-à-dire des unités indépendantes, que ce soit des appartements en résidence de tourisme ou des chalets, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Et puis notre grande chance aussi, c'est que notre environnement, c'est le grand air, il y a beaucoup d'espace. Et je crois que ça, c'est rassurant. Les gens l'ont vu cet été, je crois qu'ils l'ont testé. Et c'est vrai que c'était très plaisant de pouvoir passer des vacances en montagne dans ces grands espaces où on n'est pas les uns sur les autres. Et donc cet hiver, aujourd'hui, l'aménagement des domaines skiables avec les remontées mécaniques fait qu'on peut skier très largement sur les pistes. Et voilà, donc on pensait que c'était important de diffuser ce document. Et puis on le fera évoluer, évidemment, en fonction fonction de la situation. Très évidemment. rapidement, un mot sur le Tour, puisque vous avez participé, je vois que vous avez le polo, à une opération hier à l'occasion de l'épreuve Grenoble-Méribel, je crois. Vous étiez mobilisé. Voilà, comme tous les ans, depuis 7 ans, le peloton France Montagne et ESF
Voilà, et c'était une vingtaine de monitrices, moniteurs de ski, un champion, Cyprien Sarrazin, qui ont fait la montée jusqu'à Méribel, de Moutier au col de la Lauze, voilà, pour montrer tous les bienfaits de la montagne. Ce sont des gens voilà, qui vivent en montagne toute l'année, qui font du vélo, qui s'entraînent, c'est des gens en pleine forme. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre. Voilà. Et puis, bon, bah, c'était la transition pour la prochaine ouverture avec la saison d'hiver. Donc voilà, on était présents sur ce tour avec ASO, avec cette route absolument inédite, hein, au milieu des pistes qui seront les pistes de ski de cet hiver, sur le col de la Lauze, de très très belles images. Et voilà, je pense qu'on donne aussi envie de venir sur nos territoires en période d'automne, parce que la montagne est aussi très belle cet automne, comme elle le sera cet hiver pour le ski. Merci beaucoup Jean-Marc Silva, merci. Merci à vous. Et puisqu'on parle du Tour de France, le peloton achève le triptyque alpin ce jeudi avec la 18e étape, 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Au programme 2 cols de première catégorie, un hors catégorie au plateau des Glières où les coureurs ont dû affronter 1800 mètres de route non goudronnée, 4600 mètres de dénivelé. Et finalement, le Polonais Michał Kwiatkowski remporte cette étape devant son coéquipier Richard Carapaz qui s'empare lui du maillot à pois. Une arrivée assez inédite pour les deux coureurs de la même équipe. Vous le voyez sur ces images. Le passage dans les Alpes de la Grande Boucle se termine donc sur cette arrivée à deux. Et puis pour la deuxième fois de son histoire, donc après 2018, le Tour de France a emprunté le fameux chemin du plateau des Glières, 2 km de piste qui ont attiré le public aujourd'hui, le public qui est venu à pied, en vélo ou encore en navette. Toute l'équipe de Huit-Mont-Blanc était sur place, en tout cas une grande partie de l'équipe de Huit-Mont-Blanc. On retrouve Victoria Lopez qui a rencontré les spectateurs juste avant le passage du peloton. Bonjour Fanette, bonjour à tous, il est 16h à l'heure où je vous parle. On est à quelques minutes ici du passage des coureurs au plateau des Glières. L'ambiance monte, elle est très chaude. On va aller à la rencontre du public ici. Il y a aussi d'abord le club de trial de Cordon qui était là toute la journée aujourd'hui. Bonjour, vous faites partie du club de trial. Alors comment s'est passée la journée pour vous ici? Bien, très bonne journée, bon public, parfait, très très bonne journée, plaisir d'être ici. Vous avez pu faire des démonstrations en plus de VTT trial? Ouais, c'est ça, on en a pu en faire deux, une ce matin et une cet après-midi. Et puis voilà, on s'est bien amusé, du plaisir avec d'autres clubs de la Haute-Savoie, très sympa. Et puis là, vous attendez les coureurs avec impatience? C'est ça, comme tout le monde, on les attend. C'est une autre façon de pédaler que la vôtre, mais c'est toujours du vélo. C'est ça, c'est du vélo, on est tous pareils. Pareil, du vélo, du sport. Bon, bon tour à vous, merci beaucoup. Merci. On va aller voir un petit peu plus loin puisqu'il y a beaucoup de monde, 2000 spectateurs tout au long de la journée qui sont venus ici au plateau des Glières. Je vais m'avancer un tout petit peu par là. Bonjour messieurs, dames, bonjour. On est sur Huit-Mont-Blanc, vous êtes venus voir le tour? Oui, c'est ça. Vous attendez les coureurs avec impatience? Bien sûr, comme tout le monde. Vous êtes venus d'où? d'Annecy. Vous connaissez déjà bien le lieu alors? Oui, parfaitement. Est-ce que vous étiez présente déjà en 2018? Non, pas du tout. C'est une première pour vous ici. Voilà, c'est une Ouais. première. Et vous suivez habituellement le tour ou pas? Un petit peu, oui. il m'intimide, c'est pour ça en fait. Pas de souci, on vous laisse profiter. Est-ce que le fait que ce soit au plateau des Glières, ça apporte un petit plus? Bien sûr, c'est un col mythique, donc ouais, c'est intéressant pour nous. Merci beaucoup, très belle soirée à vous, merci. Vous le voyez, beaucoup de monde ici pour ce tour. Peut-être monsieur ici qui est un cycliste. Bonjour, on est sur Huit-Mont-Blanc, vous êtes venu voir le tour. Est-ce que vous êtes féru du tour? Vous êtes un fan? Oh oui, je regarde ça de temps en temps. Ouais. Ouais. Le fait que ce soit au plateau des Glières, ça apporte quelque chose en plus? Bah ouais, je suis de la région, je viens faire souvent du ski de fond ici. Et c'est vraiment sympa de venir les voir là, ouais. Les voir passer sur en plus une route en terre, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est quelque chose de particulier qu'on ne voit pas ailleurs. Ah ben non, c'est vrai. Ouais, c'est sympa, puis l'ambiance est bonne. Et tout va bien, il fait beau, donc c'est parfait. C'est la première fois que vous étiez déjà là en 2018? Non, j'étais pas là en 2018. J'étais pas là. C'est la première fois que je viens au plateau des Glières voir le Tour de France. Ouais. Est-ce que vous avez un favori? Oula! Un favori pour cette étape? J'espère que ça sera un Français, mais il y a quand même peu de chance. Peut-être Carapaz, ouais, je pense qu'il devrait être bien. On verra. Ils sont en train de dire
On va suivre ça. Merci beaucoup, on verra ça tout à l'heure. Merci, bon tour à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire à quelques minutes du passage des coureurs Fanette. Et j'ajoute qu'une émission spéciale sur ce passage du Tour au plateau des Glières sera diffusée sur notre antenne samedi à 17h et dimanche à 18h. Et avant ce passage en terre au Savoyard, la Grande Boucle a fait étape en Savoie hier avec l'arrivée à Méribel et le col de la Madeleine. Il y avait du monde sur le bord des routes, vous allez le voir. Aude Frappin est partie à la rencontre des spectateurs. Ils étaient nombreux mercredi à assister à la 17e étape du Tour de France au col de la Madeleine pour encourager leurs cyclistes favoris. Alors, moi j'aimais bien Thibaut Pinot, j'aime bien Alaphilippe aussi, donc Julien, les Français, avant tout les Français. Je me suis levée à 7h30 au lieu de 8h parce que j'étais trop impatient de venir au Tour. Oui, très content, c'est une étape mythique, il y a tout le maillot jaune qui va passer. Si certains supporters courageux ont monté le col à pied ou à vélo. J'ai fait le col hier matin, qui est dur. J'ai fait le Grand Colombier il y a 2 jours, là où ils sont passés. Et puis voilà, c'est partout où on passe, je fais le col où on se trouve. D'autres supporters ont préféré profiter de l'ambiance chaleureuse qu'offre le Tour de France. On a trouvé une place, on s'est bien placé. Là, on est à 4 km du sommet du col de la Madeleine, c'est impeccable. Et puis regardez, là, on est très bien. Là, on est à l'heure de l'apéritif, voilà. Ah, Posti, ça revient du Nord, clé de vadu. Les supporters auront en tout cas pu profiter d'un paysage à couper le souffle en attendant la 18e étape à La Roche ce jeudi. La rencontre de leurs praticiens respectifs est un choc des cultures, l'épanouissement de soi, finalité profonde de l'usager de la montagne, contre la paix sociale, but ultime de l'institution judiciaire. C'est ce choc des cultures que nous allons aborder ce soir avec nos invités. J'accueille sur ce plateau Jacques Dallès, je vous en prie, procureur général près de la Cour d'appel de Grenoble, et avec nous par Skype, le guide de haute montagne Alexis Malon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous avez coécrit ce livre avec un deuxième guide, Éric Descamps, qu'on n'oublie pas. Donc, le livre Le Guide et le Procureur aux éditions du Mont Blanc. Vous avez eu tous les trois une même volonté, faire cordée commune. Il y avait urgence à rapprocher ces deux mondes, à se parler davantage, Jacques Dallest ? Oui, ce ne sont pas des mondes qui ont l'habitude de se rencontrer. Et comme le dit bien Éric, lorsque la justice intervient, c'est qu'il s'est passé quelque chose de difficile, humainement. Et il nous semblait intéressant que ces univers que tout peut opposer, d'une certaine manière, puissent dialoguer, discuter, avec l'idée surtout de prévenir au maximum les accidents de montagne, qui évidemment sont souvent dramatiques. Et il y en a beaucoup, malgré tout, on se tue beaucoup en montagne, donc ces deux mondes peuvent se rencontrer finalement assez régulièrement. Oui, bien sûr, chaque fois qu'un accident mortel notamment a lieu, le procureur du secteur est informé par les PGHM ou les CRS et une enquête est ouverte qui peut, si une mise en cause pénale apparaît, qui peut arriver jusqu'à un tribunal correctionnel. L'année dernière, 95 personnes sont mortes dans des activités de montagne, toutes activités confondues, dans les 2 départements savoyards, l'Isère et les Hautes-Alpes. Donc vous voyez, près d'une centaine de personnes sont mortes sur des accidents. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura 100 personnes, des mises en cause, mais que la justice s'intéresse évidemment à ces faits de la vie qui sont souvent lourds et difficiles pour tous les acteurs, évidemment pour ceux qui en sont victimes, et pour les encadrants, que sont les guides ou les moniteurs de ski. Et justement, cette épreuve, Alexis Malon, vous la racontez en détail dans ce livre. En avril 2016, vous êtes emporté avec une cliente, donc vous étiez proche, dans une avalanche en Italie. Elle n'a malheureusement pas survécu. Je vous cite, « Je me sens seule, je suis en montagne à exercer ma passion. On s'apprêtait à faire une belle descente. Je vis au lieu de cela ce que tout guide redoute par-dessus tout. Ce soir, je ne rentre pas dans la vallée avec la personne dont j'ai la charge. » Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis, vous avez été acquitté, mais vous avez à cœur de parler de cette épreuve, de transmettre, de partager. Pourquoi ? Écoutez, déjà, moi je suis professeur d'alpinisme à l'École nationale de ski d'alpinisme, et donc mon métier, c'est de former les guides de haute montagne, entre autres. La deuxième chose, c'est que, ironie de l'histoire, quelques mois avant cet accident,
avec Jacques, Éric et Alain Duclos, on avait décidé de faire œuvre de pédagogie et de rapprocher les mondes de la justice et de la montagne. Cette cliente, c'était effectivement plus qu'une cliente, c'était une amie, et je me suis dit un petit peu par devoir envers elle, c'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup, et puis un devoir aussi vis-à-vis de tous mes collègues, vis-à-vis de tous mes stagiaires, il faut que je raconte ce qui m'est arrivé. Et donc je suis devenu un petit peu le spectateur de mon propre théâtre. Je vous cite un autre moment du livre. Vous dites « Je suis responsable de ce qui vient de se produire ». Ça vous dites, hein, l'accident vient d'arriver. « Je ne veux pas être coupable ». Quelle est la différence? On se sent coupable tout de suite lorsqu'on est guide. En tout cas, moi, je me suis senti coupable. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, je n'ai pas ramené ma cliente avec moi dans la vallée le soir. On n'est pas rentrés ensemble. Et du coup, on se sent, on se croit fautif. Tout de suite, on se dit mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on en arrive là? Et il y a vraiment le poids de la culpabilité qui vous étreint. Et puis après, petit à petit, pour faire le deuil de l'accident et pour aller de l'avant, on s'aperçoit que ce sont deux choses différentes. On est responsable de ce qui arrive, mais la culpabilité, c'est au juge, c'est au magistrat d'en décider. C'est en ça, Jacques Dallest, que l'intervention de la justice peut être reconstructive et pas forcément péjorative, c'est les termes que vous utilisez? Oui, et d'ailleurs pour compléter ce que dit Alexis, on peut être se sentir moralement coupable sans être juridiquement coupable. Et ça, c'est tout le travail de la justice qui va analyser les faits, le comportement des uns et des autres, et de déterminer si, au vu du dossier, une faute pénale, notamment d'imprudence, a été commise. Donc c'est ça qui me semblait intéressant que nous présentions, sur lequel nous échangions, avec d'ailleurs des soirées ouvertes au public, pour expliquer que le mécanisme juridique, il donne une grande marge d'appréciation aux acteurs judiciaires et notamment aux juges, qui voient un dossier et qui ont les dépositions de ce qui a pu se passer. On essaie de reconstituer au plus près le déroulement des faits pour déterminer si, pénalement parlant, une faute lourde, une faute importante peut être reprochée à l'encadrant. Et je crois que les illustrations et le récit extrêmement poignant qu'a fait Alexis de ce drame est très enrichissant, me semble-t-il, pour les professionnels de la montagne à qui une chose comme ça a pu arriver ou qui pourraient être exposés à un drame du même genre. Il met bien en évidence le questionnement, la réflexion qui est la sienne dans ces moments difficiles, et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Est-ce que ce livre, il a vocation à modifier les pratiques des professionnels et des amateurs, d'ailleurs, de ceux qui pratiquent la montagne? Notre souci, je pense qu'Alexis le sait mieux que moi, puisqu'il est dans une école d'enseignement, c'est justement de donner un outil à la fois d'information un peu juridique, mais avec des termes simples, je crois, de faire poser des questions à des pratiquants de la montagne, et d'ailleurs à d'autres professionnels, pas forcément uniquement de la montagne, à travers le questionnement que les professionnels de la montagne se posent. Et je pense qu'il peut être, et c'est notre souhait, un outil de réflexion et d'information intéressant. Il vous a aidé professionnellement ce dialogue avec Jacques Dallest? Moi, vous voulez dire? Oui, pardon. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est quelque chose, en fait, les réflexions, les discussions qu'on a pu avoir entre le procureur, donc Jacques, et puis les guides que nous étions autour de la table étaient extrêmement riches parce que parfois, dans nos manières de faire, dans nos us et coutumes, dans nos habitudes de travail, on perd la notion aussi bien de ce que la justice appelle le bon sens du père de famille. Et en fait, la cohérence de nos décisions, leur logique, le fait qu'elles soient adaptées aux clients, tous ces mots-là, pour nous, revêtent maintenant une signification beaucoup plus forte. Et ce rapprochement entre le monde de la justice et le monde de la montagne a pour moi été extrêmement bénéfique. Très rapidement, à tous les deux, la même question. Est-ce que ce dialogue, il vous a fait réfléchir? Faut-il réglementer davantage la montagne parce que les accidents sont nombreux et donc le débat revient très régulièrement? Jacques Dallest, pour commencer. Oui, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Moi, je ne suis pas pour une réglementation démesurée de la montagne. Il faut que ça reste un espace de liberté et donc forcément de risque.
La loi française me semble assez souple, me semble assez intelligente, si je puis dire. Il ne faut pas qu'elle inhibe les pratiquants, il ne faut surtout pas qu'on en rajoute en posant des interdits sur un espace qui ne mérite pas ces interdits. Alexis ? Je partage parfaitement l'avis de Jacques. C'est un espace où tout pratiquant, qu'il soit amateur, professionnel, client ou pas, peut vivre des émotions extrêmement fortes et éprouver ce qu'est la liberté et se sentir pleinement responsable de ses actes, quitte parfois à en payer le prix de manière très chère. Mais je crois que c'est un espace qui, pour nous fait grandir et nous fait nous sentir pleinement hommes ou femmes. Voilà. Et il faut donc absolument garder cette liberté de pratique dans cet espace montagnard. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage ce soir. Et donc, je vous invite à lire ce livre si vous pratiquez la montagne de près. Donc, Le Guide et le Procureur, je vais y arriver. C'est aux éditions du Mont Blanc avec voilà, un dialogue intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Demain à 18h, c'est un nouveau journal. C'est Victoria Lopez qui sera à ma place juste après la météo. Ne manquez pas le dernier épisode de Panorama qui nous emmène, vous le savez, toute la semaine à Mieuxy, berceau du parapente. Passez une très belle soirée.